Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Balance et fort, de Jack Ritchie. Retirer le corps, et maintenant nous sommes une vingtaine à regarder les pompiers nettoyer le sang qui a éclaboussé la chaussée devant le centre médical. Personne ne l'a vu tomber, dit le sergent Alain. Mais 2 personnes l'ont entendu. Il a crié? Bah non, apparemment non. Les projecteurs éclairent l'endroit où s'activent les pompiers. Je lève le nez pour examiner la façade de l'immeuble de 5 étages. Alain tire sur son cigare un petit coup sec. Quand on tombe, dit-il, il n'y a qu'une trajectoire possible. Tout droit, verticalement. S'il n'est pas tombé du toit, c'est de l'une de ces 3 fenêtres. 5e étage, 4e étage ou 3e étage. S'il était tombé de moins haut, il ne serait pas dans un état pareil. Qui était-ce? D'après les papiers qu'on a trouvés dans son portefeuille, il s'appelle Thomas Fraser. On ne sait pas grand-chose d'autre sur lui. Un policier en civil vient vers nous. Il n'est pas tombé du toit. Il n'y a qu'une porte qui conduit et elle est fermée à clé. Il a peut-être trouvé une clé fermée derrière lui, dis-je. Ça n'a pas l'air, hein. Il y a une épaisse couche de suie sur le toit. S'il y était monté, il aurait laissé des traces de pas. Je me remets à examiner la façade de l'immeuble. Le sergent Allen est toujours sur mes talons. Quand nous sommes arrivés, dit-il, les fenêtres des 3e et 5e étages étaient ouvertes et des gens s'y penchaient. Celle du 4e était fermée et la lumière éteinte, comme maintenant. Est-ce qu'il aurait pu passer par une autre fenêtre et marcher le long d'une corniche avant de sauter dans le vide? Non, il n'y a pas de corniche. Et les appuis de fenêtre ne font que 10 cm de large. Je jette un coup d'œil à ma montre. Je n'étais déjà plus de service quand j'ai appris cette histoire par la radio de ma voiture. Je suppose que vous pouvez continuer sans moi, sergent. Ma femme m'attend. Mais si vous avez besoin de me joindre, je serai chez moi. Quand j'arrive à la maison, ma femme lève à peine la tête de son magazine de mode en m'entendant entrer. « Tu es en retard ?» dit-elle, toujours sans me regarder. Tu n'as pas oublié que nous allions dîner chez les Dennison ce soir, au moins. Il te reste tout juste le temps de te changer. Je me demande si Philip Thompson sera là aussi à ce dîner. Probablement. S'il sait que Doris y sera. Toute la soirée, je surveille Doris et Philip Thompson du coin de l'œil. Ils ne se parlent que rarement, ne s'isolent jamais des autres, et personne ne pourrait deviner ce que je sais sur eux. Le lendemain matin, au bureau, le détective Brooks vient m'apporter l'information qu'Allen a laissée pour moi avant de quitter son service. Les plans des 3e, 4e et 5e étages sont les mêmes. Chacune des 3 fenêtres qui nous intéressent est celle de la salle d'attente d'un médecin. Au 3e, Dr Abrams, médecine interne. Il y avait 3 malades et sa réceptionniste dans la salle d'attente au moment de l'accident. Ils n'ont vu personne sauter, tomber ou être poussé par la fenêtre. Au 4e, le Dr Warner, un dentiste. Mais il ne donne aucune consultation le soir. Il faisait noir chez lui et les portes étaient fermées à clé. Vous savez, Brooks, Fraser a peut-être pu entrer quand même d'une manière quelconque. Comment? Nous n'avons pas trouvé de clé sur le corps et aucune porte du cabinet du Dr Warner n'a été forcée. On a pu le faire entrer, le pousser par la fenêtre et reverrouiller les portes en sortant. Impossible. Les seules empreintes que nous ayons trouvées sur l'appui de la fenêtre sont celles de l'assistante du Dr Warner et, à l'heure dite, elle dînait chez des amis à 10 km. Nous avons vérifié. Et si ce quelqu'un portait des gants? Il aurait alors fatalement brouillé les autres empreintes. Or, celles-ci sont très très nettes. Donc, il ne nous reste plus que le 5e étage.
Dr Gavin, otorhinolaryngologiste. À 7h15, il avait un client et sa réceptionniste dans la salle d'attente. Personne n'a rien vu et ils n'ont jamais entendu parler de Fraser avant. Où est-elle, Dr Gavin? Le détective Brooks feuillette rapidement le dossier qu'il tient à la main. Le docteur Gavin... Voilà, il n'est arrivé qu'à 7h30. D'après lui, Fraser est tombé ou a été poussé du toit ou du 5e étage. Et comme nous avons exclu l'hypothèse du toit, sergent... Oui, je vois ce que vous voulez dire, lieutenant. D'ailleurs, j'ai convoqué la réceptionniste, Clara Nevins, et aussi le client, Amos Howell. Parfait, Brooks. Merci, je n'ai plus besoin de vous pour le moment. Envoyez-moi Howell en partant, voulez-vous? Howell est un grand type maigre au regard sympathique derrière des lunettes à verre très épais. Il est arrivé en avance, vers 7h moins 10. Il affirme que la porte de la salle d'attente n'était pas fermée et que la réceptionniste est arrivée environ 5 minutes après lui. Je prends quelques notes sur mon bloc, puis je lui demande... Et le docteur Gavin, il était dans son cabinet? Non, je croyais qu'il y était, mais en fait, il n'était pas là. Pourquoi pensiez-vous qu'il était là? Son chapeau était accroché au porte-manteau. Comment savez-vous que c'était son chapeau? Quand il est arrivé vers 7h30, après que cet homme soit tombé, donc, il a pris son chapeau pour l'emmener dans son cabinet. Parfait, monsieur Howell, parfait. Mais revenons un peu en arrière, s'il vous plaît. Vous dites que la réceptionniste est arrivée 5 minutes après vous? Oui. Et qu'a-t-elle fait? Vous vous en souvenez? Ah oui. Elle est allée à la porte du cabinet du docteur et a essayé de l'ouvrir. C'était fermé à clé. Et elle m'a dit que le docteur arriverait probablement dans quelques minutes. Oui. Et vous, qu'avez-vous fait, monsieur Howell? Eh bien, j'ai lu un magazine. Mademoiselle Nevins faisait un peu de classement, je crois. Enfin, elle travaillait sur des papiers, en tout cas. Et vers 7h20, nous avons entendu les sirènes. Mademoiselle Nevins a ouvert la fenêtre et nous nous sommes penchés au dehors. Nous étions encore à la fenêtre quand le docteur Gavin est arrivé quelques minutes plus tard. Il a demandé ce qui était arrivé, puis il a pris son chapeau, accroché au porte-manteau, a ouvert la porte de son cabinet et il y est entré. Le cabinet du docteur Gavin a-t-il une autre entrée directe sur le palier? Oui, je crois bien. Quand j'en ai fini avec Howell, je fais entrer mademoiselle Nevins. C'est une petite jeune femme brune aux yeux pétillants de vivacité. Depuis combien de temps travaillez-vous pour le docteur Gavin, mademoiselle Nevins? À peu près 1 mois. La réceptionniste qu'il avait avant est partie pour se marier. Dites-moi, mademoiselle Nevins, le docteur Gavin porte-t-il un chapeau? Ma question a l'air de l'étonner. Pourquoi? Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne me rappelle pas lui en avoir jamais vu. Clara Nevins vient juste de sortir quand le détective Brooks revient dans mon bureau. Vous avez trouvé quelque chose, Brooks? Peut-être, lieutenant. Mais que savons-nous au juste sur Thomas Fraser? Il travaillait dans l'immobilier, son affaire marchait apparemment bien, et il s'était marié il y a 3 ans pour la première fois. Il avait 45 ans. À l'heure du déjeuner, je me rends au restaurant Luco. Je prends une table dans un angle de la salle. Je sais que de là, je peux voir sans être vu. 20 minutes plus tard, ma femme et Philip Thompson s'installent à leur tour, à leur table habituelle. Ils commandent un cocktail, se tiennent les mains, se sourient. Quand ils quittent l'établissement vers 1h30, je règle mon addition puis me rends directement au centre médical. Le docteur Gavin est grand, avec d'épais poignets velus et des yeux bleus pâles qui ne vous regardent jamais vraiment en face. Connaissiez-vous Thomas Fraser, docteur? L'homme qui s'est tué ici hier soir? Non, je ne le connaissais pas. À quelle heure êtes-vous arrivé à votre bureau hier soir? Vers 7h30. Vous avez une porte donnant directement sur le palier?
Oui, mais je m'en sers rarement. D'habitude, je rentre par la salle d'attente. Il y a parfois des malades qui arrivent en avance et il n'y a aucune raison de les faire attendre inutilement, n'est-ce pas? Si je peux m'en occuper tout de suite. En tout cas, hier soir, vous n'étiez pas en avance. J'ai cru comprendre que M. Howell avait rendez-vous à 7h15. Il a l'air beaucoup moins à l'aise, le docteur Gavin. Avant de répondre, il passe nerveusement ses mains sur les revers de sa blouse blanche. J'essaie en général d'arriver à 7h, mais hier, effectivement, je me suis arrêté en route pour prendre un sandwich et un café en bas de la rue. Je ne fais aucune allusion au chapeau. Mieux vaut garder cette question en réserve pour plus tard, quand j'en saurai un peu plus sur lui. Le docteur Gavin a manifestement quelque chose à cacher. Mais quoi? Puisque le corps de Fraser a difficilement pu tomber de la fenêtre de sa salle d'attente. C'est ce que vous saurez dans quelques instants. En quittant le docteur Gavin, je prends l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, occupé par une pharmacie. Il me paraît logique que 95% des gens qui viennent consulter ici y portent leur ordonnance. Je demande à voir le registre et je ne suis pas vraiment surpris de ce que j'y découvre. Aucune trace de Thomas Fraser. En revanche, j'y trouve la trace d'une Hélène Fraser dont je m'empresse de chercher l'adresse dans l'annuaire. Hélène Fraser a les yeux verts et un joli sourire. De toute évidence, la mort de son mari ne lui a pas causé un choc insurmontable. Elle m'apprend que le médecin traitant de son mari était un certain docteur Bradford et elle affirme n'avoir jamais entendu parler du docteur Gavin. Avant de partir, je lui pose une dernière question. Est-ce que votre mari avait une assurance sur la vie? Hélène Fraser a un sourire prudent. Oui, mais elle n'était que de 300 000 $, et il en valait 10 fois autant, lieutenant. Je passe le reste de la journée à mon bureau à mettre noir sur blanc ce que je soupçonne sur la mort de Fraser et aussi ce qu'il me reste à vérifier. À mon avis, les choses se sont passées ainsi. Le docteur Gavin et Hélène Fraser ont eu une liaison. Fraser l'a appris et s'est rendu au cabinet de Gavin avant l'arrivée de Howell et de Mlle Nevins. Il a trouvé le médecin seul, les deux hommes ont échangé des mots, puis des menaces, et ont fini par en venir aux mains. Et Gavin a tué Fraser. C'est alors qu'un problème s'est posé à Gavin. Comment se débarrasser du corps? Impossible de le transporter sur le palier. On pouvait le voir et son assistante risquait d'arriver d'un moment à l'autre. Il était donc coincé dans son propre cabinet avec ce cadavre encombrant sur les bras. Alors il avait pensé à la fenêtre. Mais il s'était dit bien sûr que la police ferait une enquête pour découvrir de quelle fenêtre le corps était tombé. Et sa liaison avec Hélène Fraser serait découverte par la même occasion. Alors une idée lui est venue. Faire croire que Fraser était tombé d'une autre fenêtre. Mais comment? Pour l'instant, je ne m'attarde pas sur cette question. Ce qui est probable, c'est que Gavin s'est débarrassé du corps, puis a quitté son bureau sans bruit par la porte donnant sur le palier. Il n'est revenu qu'en entendant les sirènes. C'est là qu'il a vu Howell et Clara Nevins penchés à la fenêtre. Mais il a vu aussi autre chose. Il a vu le chapeau de Fraser toujours accroché au porte-manteau. Ce soir-là, Doris me regarde d'un air maussade faire ma valise. « Tu ne te mets pas en tenue de chasse ?» demande-t-elle. « Non, il faut que j'aille encore au bureau signer quelques papiers. Je me changerai chez les O'Brien. Au revoir, mon chou. » Doris a un imperceptible haussement d'épaule. « Au revoir. Amuse-toi bien. » Je mets ma valise et mon fusil dans le coffre de ma voiture et j'avance de 2 pâtés de maison avant de faire demi-tour et de m'arrêter. Et là, j'attends. Je n'attends pas longtemps d'ailleurs. Une demi-heure plus tard,
Philippe Thompson vient garer sa voiture devant notre immeuble. Quelques instants après, je vois sortir Doris, un petit sac de voyage à la main. Je les suis jusqu'à un hôtel assez miteux de l'autre côté de la ville. Je gare ma voiture dans l'ombre, un peu plus loin, et sors mon 38 spécial de ma poche. 2 cartouches suffiraient? Ou dois-je en prévoir une 3e pour moi-même? Je n'en sais encore rien. Quand je pénètre dans le hall, la chance est avec moi. Personne à la réception. Je parcours en vitesse le registre des entrées. Ils se sont inscrits sous le nom de Monsieur et Madame Swanson, chambre 406. Je jette un coup d'œil à la pendule démodée accrochée au mur. Il est 8h30. Je me dirige vers l'ascenseur, puis soudain je m'arrête et me retourne. Je fixe la pendule pendant une bonne minute au moins. Je fixe surtout son balancier. Je sais à présent que ce ne sera pas 3 cartouches, ni 2, ni même 1. Et ça n'est pas la clé de la chambre 406 que je décroche du tableau, mais celle de la 408, qui, logiquement, doit être la chambre voisine. Puis je décroche le téléphone et compose le numéro 406. Quand Philippe Thompson me répond, je déguise ma voix. « Ah non, Charlie, ici c'est Fred. »« Fred? Bien sûr. T'as tout de même pas oublié le Sportsman Bar à Toledo? » « Écoutez, monsieur, dit la voix sèche de Thompson, je n'ai jamais entendu parler de vous et je ne suis jamais allé à Toledo. En clair, vous vous trompez de numéro. »« Voyons, Charlie, tu vas pas me faire ça à moi, si vieux copain. Je monte tout de suite avec une bonne bouteille. »« Attendez, fait précipitamment Thompson. Où êtes-vous? »« Eh ben, dans le hall. » Je l'entends étouffer un juron. « C'est bon, j'arrive tout de suite. » À partir de là, tout marche comme sur des roulettes. Thompson est tellement ahuri en me voyant avec mon 38 spécial à la main qu'il ne fait aucune difficulté pour entrer dans la chambre 408. Sans doute croit-il que je suis venu exiger une explication, mais je ne lui laisse pas le temps de dire un mot. Je lui donne un bon coup de crosse sur la nuque, le rattrape en souplesse et l'étend sans bruit sur le plancher. Puis je vais à la fenêtre en me servant de mon mouchoir pour l'ouvrir. Je me penche et jette un coup d'œil à gauche. La fenêtre allumée est celle du 406, celle dans laquelle Doris attend le retour de son amant. J'éteins la lumière dans la chambre 408 et tire Thompson vers la fenêtre. Il ne me reste plus qu'à m'en débarrasser en appliquant la méthode de ce cher Dr. Gavin. Je monte Thompson sur l'appui de la fenêtre, me cale les pieds sous le radiateur et bascule tout le corps au dehors en le retenant par les chevilles. Alors je me mets à le balancer lentement, de droite à gauche à droite, encore et toujours comme le balancier d'une pendule. Et quand l'arc de cercle me paraît suffisamment grand, je lâche prise. Puis je ressors de la chambre, verrouille la porte, descends par l'escalier de service et remets la clé au tableau. Quand j'arrive à ma voiture, j'entends les sirènes hurler au loin. Un quart d'heure plus tard, je suis chez les O'Brien. Presque 8 mois plus tard, je rencontre par hasard le Dr. Gavin dans un bar. Nous nous saluons et je commande un whisky. Il fait teinter distraitement des glaçons dans son verre. « Au fait, rien de neuf dans l'affaire Fraser, lieutenant ?» demande-t-il. « Non, toujours le point mort, vous savez. Je ne voudrais pas saper votre confiance en la police, mais il y a des cas que nous ne résolvons jamais. » Quand mon verre arrive, Gavin tend un billet au barman. « C'est ma tournée !» Ce qui est bien la moindre des choses, non ? J'aurais très bien pu résoudre le cas Fraser et envoyer Gavin en prison. Sans compter que ça m'aurait valu un bel avancement. Mais qu'aurais-je fait de ce bel avancement si quelqu'un d'autre s'était demandé ce qui était réellement arrivé à Philippe Thompson? Quelqu'un d'un peu moins borné que les membres du jury qui, eux, n'ont pas hésité longtemps. Ils ont conclu à un meurtre, et ma chère Doris en a pris pour 20 ans. Une fois par mois,
Je lui apporte des oranges. C'était Serge Sauvion qui vous contait l'histoire de Jack Ritchie, qui s'appelle Balancez fort. On trouvera bien sûr Crime Story à partir de lundi à 13h30 sur Europe.